Pierre Joannet, bonjour. Vous êtes médecin, spécialiste de la reproduction humaine et vous êtes là aujourd'hui pour parler de la nouvelle loi bioéthique qui a été adoptée le 23 juin par le Parlement et qui a été révisée pour la deuxième fois depuis son élaboration en 1994. Alors cette loi encadre l'assistance médicale à la procréation, les greffes et dons d'organes ou encore les questions relatives aux neurosciences. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au volet relatif à la procréation. Alors tout d'abord, quelles sont les nouveautés de cette loi bioéthique ? Dans ce domaine, la loi n'apporte pas énormément de nouveautés, ce qui est assez curieux puisque le débat qui a précédé la loi a été très intense, très divers, et finalement tout ce débat a accouché de quelque chose d'assez figé par rapport à la loi précédente. Le domaine emblématique de cet immobilisme, c'est la recherche sur l'embryon, où pratiquement rien n'est changé dans la manière dont elle est possible et dont elle est organisée en France. Alors sur d'autres points, il y a eu quelques modifications, notamment pour le recrutement des donneurs de sperme et des donneuses d'ovocytes, mais il n'y a rien de très important. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail de cette nouvelle loi bioéthique, il y a une petite avancée concernant le dépistage prénatal. Désormais, les médecins devront informer les femmes enceintes d'une éventuelle anomalie durant la grossesse de manière, je cite, loyale et adaptée à sa situation. Alors que doit-on comprendre par cette phrase subtile de loyale et adaptée à sa situation ? En fait, on a là un bel exemple de décalage qui peut exister entre la loi et la réalité médicale et la réalité des personnes qui vivent les situations. Toute femme enceinte peut être porteuse d'un enfant qui a une anomalie. Et cette anomalie est suffisamment grave pour qu'elle puisse demander une interruption de grossesse pour cette raison-là. Pour ça, il faut faire des tests, il faut faire des examens et surtout, il faut qu'elle soit informée des risques et des possibilités de faire ces tests. Et il y a eu un débat très intense avant la loi pour savoir si cette information pouvait être donnée systématiquement aux femmes ou pas. Certaines personnes disant que le fait d'informer ces femmes serait une forme d'eugénisme dans la mesure où ce serait un encouragement à pratiquer une interruption de grossesse, ce qui est d'ailleurs totalement faux. C'était ça qui était en jeu et à un moment donné, il était prévu que les femmes ne pourraient être informées que s'il y avait une indication médicale pour un risque d'anomalie. Alors que ce qui est important, c'est que les femmes soient informées, leurs compagnons aussi, et qu'elles puissent choisir en toute liberté et en toute connaissance de faire des examens ou pas, et puis avec des conséquences que cela peut avoir. Et donc il y a eu tout un débat là-dessus, et finalement le texte de loi sur ce point est correct, et c'est évident que l'information doit être loyale et adaptée au problème. Et je pense que de ce point de vue-là, la loi fonctionnera bien, encore faut-il qu'elle soit bien appliquée. Un autre point où on pouvait penser que ça allait bouger, c'est sur la recherche sur les embryons et les cellules souches. Un débat qui a cristallisé beaucoup d'émotions. Et puis au final, non, de tels travaux sont toujours interdits. Comment expliquer cette position française ? Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que pour moi, elle est incompréhensible, cette position française. Sinon qu'elle est fortement influencée par des courants idéologiques et religieux. Ça semble assez évident pour ce que l'on voit. Et c'est un peu dommage parce qu'il y avait vraiment eu un débat intéressant en la matière et finalement le gouvernement a mis tout son poids pour que rien ne change. Ça ne va pas bouger. C'est pour moi incompréhensible pour deux raisons. La première, c'est que ça a l'air de créer un antagonisme entre la notion de recherche, le concept de recherche et le concept de vie embryonnaire, comme s'il y avait incompatibilité entre recherche et vie de l'embryon. C'est absurde, c'est comme si on disait que la recherche sur l'être humain est interdite aux autres âges de la vie parce que c'est pas possible. Alors elle est autorisée. Et la meilleure preuve que quand il s'agit d'un embryon, on ne donne pas à cet embryon qui aura fait l'objet d'une recherche le droit de vivre, c'est qu'on interdit son transfert dans l'utérus de la femme. Comme si on voulait que finalement, seul l'embryon mort puisse avoir une existence en matière de recherche. Donc sur le point des principes, je ne comprends pas. La recherche devrait être libre et strictement encadrée, strictement contrôlée. On parle beaucoup des recherches sur les cellules souches pour de nouveaux traitements, pour de nouvelles techniques, etc., pour la connaissance.
Mais il y a aussi toute une recherche à développer dans l'intérêt de l'embryon, pour connaître son développement normal, son développement pathologique, pour améliorer ses conditions d'existence et ses conditions de développement. Et pour cette recherche, elle se fait sur les embryons. Et cette recherche-là est oubliée, elle est interdite. C'est ce qui me fait penser que finalement, cette disposition, alors qu'on dit qu'elle est pour protéger l'embryon, elle est contre lui. Hein, elle est contre ses intérêts. Et ça, je ne comprends vraiment pas. Vous parliez de recherche à titre exceptionnel. Dans quel cas, par exemple? Il y a eu juste un tout petit changement qui est relativement positif. Hein. C'est qu'avant, on pouvait faire des recherches quand il y avait un intérêt thérapeutique. Et on a remplacé le mot thérapeutique par le mot médical, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt médical. C'est-à-dire que l'intérêt n'est plus seulement de traiter, mais l'intérêt est de connaître. Et là, donc, il y a un petit progrès. Mais vous savez, le vrai problème, il n'est pas là. Pour faire de la recherche, il ne faut pas seulement qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait un soutien, il faut qu'il y ait un soutien politique, il faut qu'il y ait des financements de la recherche. Et ça, malheureusement, ça ne va pas exister en France, puisque par définition, comme c'était le cas avant, les agences nationales de recherche, l'État, ne va pas soutenir une recherche qui est interdite par la loi. On attendait donc beaucoup de cette nouvelle loi. Au final, peu d'évolution, on peut dire ça. Oui, c'est peu d'évolution. Malgré tout, un fort débat a été suscité par cette révision. Est-ce que finalement, c'est pas ça l'avancée principale? Je pense que vous avez raison. Moi, c'est ce que je retiens de positif de ces mois passés. C'est que si les textes de la loi ne changent pas beaucoup, par contre, il y a eu un vrai débat, je trouve. Un vrai débat qui s'est situé dans la population, auprès des personnes intéressées et aussi auprès des parlementaires. Et je trouve que le débat a été assez riche dans les commissions parlementaires, en séance plénière, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il y a des choses qui ont bougé, je dirais, dans la tête des parlementaires. Ça a débouché d'ailleurs sur le fait que le Sénat, pour la première fois, avait voté l'autorisation de la recherche sur l'embryon, ce qui était assez extraordinaire en la matière. Donc, et puis finalement, le gouvernement a mis tout son poids pour revenir en arrière, et donc ça ne s'est pas fait. Mais je trouve qu'il y a eu une richesse d'échange, un respect des opinions des uns et des autres qui était tout à fait intéressant, et que donc ça c'était positif. Et c'est pour ça que je ne suis pas quand même complètement pessimiste, et j'espère que dans l'avenir, toutes ces questions reviendront sur la scène politique, et que peut-être la France prendra des positions d'un point de vue légal un peu plus en accord avec l'intérêt des personnes et l'intérêt de la science. Alors justement, quelle échéance pour une éventuelle future révision? Écoutez, ça, c'est pas à moi de le dire. Bon, il y a un point, c'est que la loi, avant, il était chaque fois dit qu'elle devait être révisée dans les 5 ans. Ce qui ne se faisait jamais, puisque vous voyez que la loi de 2011 qui est votée là, c'était une loi qui avait été votée en 2004. Donc on est à 7 ans. Alors est-ce que c'est pour ça que maintenant ils ont changé le délai, qu'ils disent que la loi va être révisée dans 7 ans? J'en sais rien. Mais c'est vrai que les parlementaires ont quand même maintenu ce principe de pouvoir réviser la loi. Maintenant, rien n'empêche un gouvernement, rien n'empêche un Parlement de voter une loi quand il le juge utile. Donc si d'ici 7 ans, il y a des questions importantes qui méritent une discussion parlementaire, ça pourra être fait. Merci beaucoup, Pierre Joannet.